Je crois que le moment est venu de trouver un successeur à ce générateur de signaux HP. Depuis que je le possède, il ne m'a jamais vraiment donné entière satisfaction, mais je ne sais pas très bien pourquoi. Wait, it's all Arduino? Always has been. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Bricolomania. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à cet instrument. Cet instrument, c'est un générateur de signaux de la marque Rohde & Schwarz qui opère sur une bande de fréquence assez sympathique de 30 kg à 1 GHz. Sauf que, comme d'habitude, cet instrument, il est en panne. Il est en panne, alors il a un trouble un petit peu particulier. Vous voyez qu'ici, il est configuré pour nous produire un signal à 100 mégas, avec elle a une amplitude à 0 dBm. Et si on branche sa sortie sur un compteur de fréquence, on a la joie de découvrir ceci, à savoir 167 MHz. Et puis on peut éventuellement contre-vérifier ça avec un oscilloscope. Et il n'y a pas de doute, on a un signal dont l'amplitude... Alors déjà l'amplitude n'est pas bonne, même avec le mode terminaison du scope ou en reliant le scope direct. On n'est pas bon, on n'est pas à 0 dBm en 50 ohms. Et puis la fréquence, vous voyez que c'est pas du tout 100 mégas, c'est du 167 MHz. Donc voilà pour le trouble que présente cet instrument. Alors pour nous aider dans le debug, j'ai la chance d'avoir le manuel de service en version papier. Donc c'est assez sympa, c'est assez cool en fait, parce que c'est le manuel de service, mais c'est également ce qu'on trouve parfois sous le nom de CLIP, pour Component Level Information Package, c'est-à-dire qu'on a en fait toute la BOM, l'intégralité de la BOM de chacune des cartes et des modules qui composent ce générateur de signaux. Et on a également les schémas en fait. Donc vous voyez, c'est imprimé sur des pages, c'est assez excellent, c'est beaucoup plus que du A3. Hein. C'est un format, je ne sais même pas si c'est un format connu, vous voyez que c'est par rapport à une feuille A4 qui finalement ferait que cette largeur, on a je ne sais pas combien de feuilles A4 en mode paysage. Alors comme je vous disais, cet instrument, je pense qu'il présente un trouble qui est assez connu. Alors pour synthétiser ces fréquences, on va regarder le schéma un petit peu de haut niveau. Pour synthétiser les fréquences, il va utiliser plein de choses, mais principalement ce qu'on voit ici. Ce qu'on voit ici, c'est une boucle à verrouillage de phase. On a le détecteur de phase, on a des VCO, donc des oscillateurs contrôlés en tension, et puis on va avoir une chaîne ici on va dire une chaîne de contre-réaction avec des diviseurs. Ici on a visiblement un switch qui va nous permettre de, soit quand on veut faire de la génération de forme d'onde continue, c'est-à-dire en gros pas de modulation de fréquence, ou bien sinon une modulation de fréquence. Et puis donc voilà, ce bloc-là, c'est la base en fait de la façon dont ce générateur de signaux Rohde & Schwarz va fonctionner. Il y a un trouble qui est connu qui porte sur ces 3 VCO. Vous voyez qu'ils opèrent sur des bandes de fréquences différentes. Et il y a un phénomène, c'est que dans le temps, ils vont dériver jusqu'à sortir de leur plage de fonctionnement, de leur plage de... Alors, plage de capture, c'est pas juste de dire ça, parce que la plage de capture, en fait, ça désigne sur l'ensemble de la PLL. On va simplement dire que ça va sortir de leur plage de fonctionnement, parce qu'il y a de la dérive sur des composants. Il y a notamment des selfs à noyau, enfin à air, des selfs à air qu'il faut réajuster pour les faire revenir dans leur plage de fonctionnement. Je pense que c'est ce trouble qui affecte cet instrument. Donc on va commencer par vérifier le bon fonctionnement de ces VCO. Donc pour procéder à la vérification du fonctionnement de ces VCO, il va falloir retourner l'instrument parce que c'est un des modules qui se situe de l'autre côté, comme ça. Et il va falloir dévisser ce capot et les VCO sont localisés par ici. Ok, alors je viens de terminer le démontage, et le premier constat, c'est le suivant, c'est que je ne suis pas le premier à démonter cet instrument. Vous voyez qu'il y a déjà des traces de doigts un petit peu partout sur le blindage,
sur le capot. Donc moi je l'ai a priori juste pris par les bords, je suis vraiment pas allé mettre mes traces de doigts en plein milieu. Il y a l'angle ici qui est légèrement tordu. Donc là pareil, je pense pas que ce soit mon opération de démontage qui fait ça. Donc je dois pas être le premier à aller traficoter dans cet instrument. Et est-ce que c'est un instrument qui a déjà été vérifié, calibré par je sais pas, un labo, ou est-ce que quelqu'un a déjà essayé de le réparer? C'est pas forcément une bonne nouvelle. A few moments later. Alors, il y a eu un petit peu plus de démontage entre le dernier plan et celui-ci. Alors, j'ai un petit peu avancé. J'ai commencé par les choses très basiques. Du fromage. C'était justement de regarder si les 3 VCO qui sont ici étaient simplement hors de leur plage de fonctionnement. Donc pour ça, j'ai suivi une procédure qui est sur le site d'un radioamateur, qui a en gros simplifié le manuel de service, qui est très pratique et très sympathique. Mais il s'avère que c'est pas ça. Les 3 VCO, je pense qu'il y a un autre trouble qui les affecte. Normalement, on doit avoir des tensions de commande en réglant les points de fonctionnement de fréquence sur la face avant de l'appareil. On est censé obtenir des tensions de commande bien précises, et je les ai pas du tout. C'est pas simplement que c'est décalé un petit peu, c'est que ça n'a rien à voir. Normalement, on doit avoir quelque chose du style 3 volts. Moi, je me retrouve avec 22. Donc clairement, c'est pas en ajustant les petites capacités, dont les trimmers sont en fait de l'autre côté de la carte, ici. Donc voilà, là on voit les trimmers qui servent à ajuster ces capas. Donc c'est pas ça. Je pense en tout cas que c'est pas ça. Donc je me suis fait une petite rallonge que vous voyez là. Une petite rallonge pour pouvoir sortir la carte oscillateur du reste du Rodé Schwartz. Alors pour ça j'ai pris de la nappe, j'ai pris des connecteurs Dupont mâle et femelle au pas de 2,54. J'ai soudé, j'ai mis de la gaine thermo et j'ai mis du pistocol pour immobiliser tout ça mécaniquement. Donc ça m'a permis de sortir la carte tranquillement pour pouvoir la prober hors de l'instrument. Alors justement, en probant la carte, je viens de prober ce point-ci. Donc on est sur la sortie d'un régulateur linéaire, un 7812 ici, qui visiblement vient fournir une polarisation par l'intermédiaire de cette inductance. Puis là il y a une capa de blocage, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sert à fournir une polarisation. Donc c'est un 7812, donc 12 volts normalement sur sa sortie, il n'y a pas de point de feedback, c'est tension de régulation fixe, à partir d'un rail 15 volts. Et quand je probe ici sur la carte les points correspondants, donc à savoir notamment ici, là j'ai bien mon plus 15 volts d'entrée, hop, la mise au point, excusez-moi. Donc là j'ai bien, je vais vous le refaire, le plus 15 volts, voilà. Et si je me place maintenant sur la sortie du régulateur, je me place ici, et ben j'ai pas du 12, j'ai du 1,96, j'ai du 2 volts quoi. J'ai 2 volts au lieu de 12 volts. Donc j'imagine que forcément ça a une incidence sur le fonctionnement de l'oscillateur. Je vais checker si c'est normal, peut-être éventuellement dessouder le composant, enfin bref, continuer les investigations dans cette direction. Alors du coup, j'ai dessoudé le LM7812, et là il est alimenté. Il est alimenté en 15 volts, comme dans l'appareil, et on mesure sur sa sortie, 2 volts au lieu des 12. Donc a priori, il déconne. Donc on va essayer de le remplacer par son équivalent moderne. Alors malheureusement, je n'avais pas de 7812 en boîtier plastique. J'avais que cette version-là, donc la version qui sort plus de courant. Je crois que ça va jusqu'à 2 ampères sans dissipateur, mais enfin bref, ça dépend de la température ambiante, etc. Donc j'avais que cette version, je l'ai soudée tant bien que mal. En vrai, ça va, c'est ok. Là, la broche verte, c'est pour aller monitorer le 12 volts. Donc pour l'instant, l'instrument est éteint, donc on n'a rien du tout. Par contre, on va démarrer cette fois-ci l'instrument. Hop, et là on a notre 12 volts. On a notre 12 volts. Wow. Ce qui est plutôt pas mal. Donc je suis curieux de savoir si ça a rétabli des trucs sur la carte. J'imagine que oui quand même. Également il me semble qu'on peut peut-être lire le code d'erreur ici sur l'écran. Je vais essayer de pas faire de bêtises. En cliquant sur ça, je crois. Oui. Et là, le code d'erreur qu'on a est différent. On avait un code d'erreur 3 jusqu'à présent. Et maintenant, on a un code d'erreur 4. Alors, je pense que vous voyez rien du tout avec l'angle de la caméra, là. Mais c'est un code d'erreur 4.
Donc je vais essayer de remonter la carte dans l'instrument, reconnecter les faisceaux RF, là, les coax, et voir ce que ça donne. Alors voilà, j'ai terminé le remontage de l'instrument avec le coupable, le tout petit 7812 finalement, qui était responsable de la panne de tout ce gros machin. Alors là, je lui demande de générer un sinus à 100 mégas avec une amplitude de moins 7 dBm. Et cette fois-ci, lorsqu'on relie le fréquence-mètre sur sa sortie, eh ben pas de problème, on est à 100 mégas et non plus à cette espèce de fréquence bizarre 167 ou 163 mégas. Ce qu'on peut faire, c'est, pour vérifier l'amplitude maintenant, essayer de relier un analyseur de spectre. Alors c'est ce qu'on va faire. Hop, en reliant sur sa sortie. Donc on va se mettre à 10 mégas. Hop, moins 7 dBm. Et voici l'analyseur de spectre. Donc c'était un HP, enfin Agilent 4406A. Qu'est-ce qu'on a ici? Search, on fait search max. Lui, il nous mesure pas à 10 mégas, par contre, il nous mesure à 9,94,5. Et par contre, en termes d'amplitude, il mesure du moins 7,47 dBm, ce qui est plus qu'honorable d'ailleurs. Et en tout cas, ce qui est beaucoup mieux que la valeur qu'on avait au tout début, qui était carrément dans les choux. Donc là, je dirais qu'autour de plus ou moins 1 dB, on est dans la spec. Alors il y a des spurious, il y en a un juste ici. Alors je sais pas si je peux me déplacer ici, marqueur. On a un spurs ici. Ah, je pense que j'ai déréglé mes réglages de fenêtre. C'est pas très grave. Bref, tout ça pour dire qu'on avait des spurs, et puis derrière, après, on a des harmoniques de rang supérieur à 20, 30, 40, 50, etc. Donc là-dessus, a priori, il n'y a pas de souci en termes d'amplitude et de fréquence. C'est une réparation réalisée avec succès. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. La conclusion, c'est que finalement, même sur des instruments assez complexes, avec de l'ARF, c'est pas forcément des trucs hyper complexes qui vont tomber en panne. Là, typiquement, il y avait une chance que ce soit l'ampli hybride qui était alimenté par ce 7812 qui tombe en panne, mais c'est pas le cas. Là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il aurait fallu trouver, soit réussir à sourcer cet ampli hybride, soit essayer de trouver un équivalent, mais ça aurait été assez chaud dans des designs un peu anciens comme ça, avec de la RF, où c'est souvent des trucs custom, soit directement par OD Schwartz, soit Mini Circuit, qui est un fournisseur de composants RF qui a eu fait, et qui fait probablement toujours d'ailleurs des composants custom pour OD Schwartz, Tektronix, Agilent et compagnie. Donc là, on a de la chance, c'est juste un 7812, on l'a en stock sur étagère, c'est facile à réparer, et finalement, vis-à-vis de la valeur de cet instrument, c'est assez exceptionnel et c'est une réparation qui est très réussie. Vous voyez là, je suis en train de le tester à 1 giga, et il fonctionne aussi 1 giga, même en termes de niveau, on est bon. Alors on est bon, là je vous dis on est bon, mais en fait on n'est pas bon parce que le fréquence-mètre il a une terminaison 50 ohms à l'intérieur, donc on est en train de diviser notre signal alors qu'on ne devrait pas. Donc je vais le brancher directement dessus et on sera bon cette fois-ci à 1 giga, pas de souci. On est à moins 8,7 pour un truc demandé à moins 7 dB, les incertitudes des instruments qui se cumulent et tout. Franchement, c'est pas déconnant et ça ira très bien pour l'usage que j'en fais. Voilà, à une prochaine.